Juin 1950. Dans une attaque surprise massive, l'armée de la Corée du Nord communiste envahit la Corée du Sud. Les opérations militaires s'achèveront 3 ans plus tard sur un statu quo, après des ravages humains et matériels immenses. La guerre de Corée aura pourtant été un moment essentiel de la guerre froide, mettant en jeu de la manière la plus directe les 2 plus grandes puissances de la planète, les États-Unis et l'Union soviétique stalinienne, et enfin la toute jeune Chine populaire. Le conflit ainsi noué prend des dimensions planétaires. Pour mieux les comprendre, il nous faut tout d'abord revenir sur la situation respective de nos 3 acteurs, un an environ avant le déclenchement de cette guerre. En octobre 1949, l'entrée triomphale de Mao à Pékin, l'ancienne capitale impériale où il proclame solennellement la nouvelle République populaire, clôt pour la Chine un temps des troubles de près de 4 décennies et surtout une ultime guerre civile de 3 ans opposant encore une fois les communistes de Mao aux nationalistes du Kuomintang de Chiang Kai-shek, laquelle s'achève sur la défaite complète de ce dernier. Profondément irrité par un Chiang Kai-shek qui a peu combattu l'envahisseur japonais de 1941 à 1945, l'Amérique se refuse en fait à intervenir pour le soutenir. Son objectif stratégique essentiel était de préserver l'Europe occidentale d'une mainmise soviétique autrement redoutable. C'est pourquoi, confortée par la rupture de la Yougoslavie de Tito avec Moscou, l'administration démocrate du président Truman poursuit des négociations secrètes à Nankin avec Mao. Elle cherche avant tout à éviter que la révolution chinoise ne déborde trop de ses frontières. Mais tout le reste pourrait être négociable. Le 12 janvier 1950, le secrétaire d'État américain, Dean Acheson, dans une conférence de presse qui deviendra historique, définit le nouveau périmètre de sécurité américain en Asie. Celui-ci englobe le Japon et les Philippines, qui forment comme une muraille insulaire infranchissable, mais omet à dessein Taïwan, Hong Kong et la Corée, qui, pour le chef de la diplomatie américaine, ne sont certes pas des territoires cédés à la nouvelle puissance chinoise, mais des zones ouvertes à la négociation, pour peu que Pékin prenne ses distances d'avec Moscou. La date du 12 janvier 1950, 2 semaines avant le voyage décisif de Mao en Union soviétique, n'est évidemment pas due au hasard. Malheureusement, Staline a parfaitement compris l'objectif américain, et il est bien décidé à jouer en contre. Sa stratégie première est d'intégrer la Chine dans son camp de façon aussi solide que possible. Il souhaite donc, en recevant Mao avec une solennité exceptionnelle en février 1950, tirer un trait sur un passé qui n'a pas toujours été sans nuages, Mao n'ayant jamais été l'homme des soviétiques dans le Parti communiste chinois. Et il souhaite aussi accorder à la Grande Chine un statut dont ne bénéficie aucun autre État ou parti communiste. Mao, enfin, est encore très ambigu. S'il admire en Staline le dictateur victorieux, il le craint plus encore. D'où sa réticence à faire le voyage et son soupçon permanent d'être empoisonné au Kremlin. Mais en même temps, Staline lui permet de résoudre à court terme ses problèmes essentiels. Refaire partir la machine économique chinoise, bénéficier d'une aide militaire considérable pour transformer l'armée populaire de libération, former les dizaines de milliers de cadres techniques nécessaires. C'est ici qu'entre en jeu l'équation toute particulière de la Corée, sur laquelle vont converger les stratégies contradictoires de chacun des 3 grands. Royaume indépendant,
longtemps placée dans l'orbite de la Chine, la péninsule de Corée avait été annexée par le Japon en 1910. À la défaite japonaise de 1945, le Nord est soumis à l'occupation militaire de l'armée soviétique qui accorde son appui à un jeune et dynamique parti communiste. Le Sud, avec la capitale, Séoul, est placé au contraire sous une administration américaine pilotée depuis le Japon, où règne en quasi-empereur le général Douglas MacArthur. D'emblée s'installent dans chacune des moitiés du pays des gouvernements totalement soumis aux volontés de chaque occupant et deux modèles de société entièrement incompatibles. Les Américains ont fait revenir d'exil le président d'un gouvernement provisoire qu'ils contrôlent entièrement, Syngman Rhee, un pasteur protestant rigide et autoritaire qui a passé plus de la moitié de sa vie à l'étranger, à Shanghai d'abord, puis à San Francisco. Au nord, Staline impose aux communistes coréens, formés pour la plupart par le Parti communiste chinois, un officier des services spéciaux soviétiques, Kim Sung-ju, qui, pour faire oublier ses attaches russes, emprunte le nom fameux d'un bandit d'honneur anti-japonais du début du siècle, Kim Il-sung. Bientôt, on fera croire au bon peuple que les deux personnages ne font qu'un. Si l'on peut encore communiquer et circuler entre les deux zones, entre 1945 et 1949, les relations sont néanmoins de plus en plus difficiles. Contesté par des syndicats sous influence communiste, Syngman Rhee répond par la répression et monte quelques incidents de frontières violents sur la ligne de démarcation pour soulager ses amis chinois du Kuomintang. Mais si le régime du Sud est maladroit, autoritaire et répressif, il ne se compare pas en violence dictatoriale avec celui du Nord, rompu aux techniques policières soviétiques. Avec l'extension de la guerre civile chinoise en 1947, le risque de conflit dans la péninsule coréenne s'accélère. La Corée menace d'être engloutie dans la révolution chinoise. Pourtant, la contagion n'aura pas lieu. Les Américains gèlent peu à peu la situation sur la frontière, et de même, Mao, malgré les objurgations de Kim Il-sung qui souhaiterait l'aide de l'armée chinoise pour réunifier la péninsule, freine des quatre fers. Après des élections truquées de part et d'autre au printemps et à l'été 1948, les deux Corées ont acquis une existence autonome. Les Soviétiques se sont retirés du Nord dès décembre 1948. Les Américains en ont fait de même au Sud en juin 1949, chacun laissant à son allié local un abondant matériel militaire. Pourtant, cette situation gelée, qui aurait dû satisfaire au fond les principaux protagonistes, ne tient pas. Et en 1950, c'est l'engrenage vers le conflit armé. Après la déclaration du secrétaire d'État américain Dean Acheson excluant la Corée du périmètre défensif des États-Unis en Asie, Staline tire rapidement deux conclusions. D'une part, la garantie que les Américains n'interviendront pas plus en Corée qu'ils ne l'avaient fait en Chine. D'autre part, que Mao reste vulnérable aux offres américaines et qu'il lui faut agir vite pour conserver le contrôle de la situation. Dès lors, des émissaires soviétiques poussent la Corée du Nord à s'armer pour passer à l'offensive et réunifier par la violence tout le territoire coréen. Le 25 juin 1950, les deux corps d'armée nord-coréens franchissent par surprise la ligne de démarcation et marchent sur Séoul. Il s'agit alors d'un véritable Pearl Harbor terrestre. Les forces sud-coréennes sont balayées et la capitale Séoul prise d'assaut après 15 jours de combat seulement. Quelle va être la réaction des États-Unis qui voulaient éviter jusqu'alors le piège d'une grande guerre en Asie? Ici, Staline aura gravement sous-estimé et la réaction et les capacités des États-Unis. Truman réagit avec force à l'agression. L'Amérique remobilise un puissant corps expéditionnaire, épaulé d'unités diverses, du Commonwealth britannique, de Turquie, des Pays-Bas, d'Éthiopie et même de France, sous la bannière de l'ONU, qui a condamné l'agression nord-coréenne. Déclenché le 15 septembre 1950 par le général MacArthur avec l'audacieux débarquement des Marines à Incheon, cette contre-offensive entraîne la déroute totale de Kim Il-sung. La promptitude de la réaction américaine et l'ampleur de la victoire militaire confèrent ainsi un caractère planétaire à ce qui aurait pu demeurer un conflit localisé. Le problème se renverse. C'est maintenant à Mao de prendre une décision stratégique cruciale: sauver le régime nord-coréen ou le laisser détruire par les Américains sans réagir davantage. Quelle va être la riposte chinoise? Le 26 octobre 1950, balayant ses dernières réticences, Mao rassemble une puissante armée de soi-disant volontaires chinois
qui franchit la frontière coréenne. Par vagues humaines successives, les forces chinoises parviendront à détruire l'avant-garde américaine et à reprendre un temps Séoul en décembre, avant de devoir se replier en janvier 1951 sur l'ancienne frontière, grâce à une ultime contre-offensive victorieuse mais combien coûteuse de MacArthur. À partir de 1951, on assiste à un gel du front et à une guerre de position. Les négociations s'engagent alors et l'armistice ne sera conclu qu'en juillet 1953, au lendemain de la mort de Staline. Il consacre la division de la péninsule coréenne à peu près au niveau de l'ancienne frontière. Le bilan est tragique pour le peuple coréen, désormais voué à un démembrement permanent, livré à l'arbitraire de la clique stalinienne de Kim Il-sung au nord, à de longues années d'autoritarisme industriel et policier au sud. Il y a eu 2,5 millions de victimes et le pays, demeuré intact au sortir de la guerre du Pacifique, est désormais détruit de fond en comble. Si le peuple coréen, de part et d'autre de la frontière, est donc assurément du côté des perdants, qui peut être considéré comme vainqueur? Pas les Chinois, qui ont également beaucoup perdu. Ils ont certes sauvé de justesse une Corée du Nord où Kim Il-sung leur était fondamentalement hostile et montré le courage et la valeur de leur nouvelle armée. Mais au-delà d'un coût humain absolument vertigineux, près d'1 million de soldats chinois tués, dont un fils de Mao Tse-tung, ils se retrouvent isolés comme jamais en Asie et enfermés dans une alliance soviétique dont le coût stratégique est en fait exorbitant. L'Amérique aussi a sauvé la Corée du Sud de justesse. Mais elle a fait la preuve des faiblesses récurrentes de son armée et surtout montré que dans certaines conditions, la dissuasion nucléaire ne fonctionnait pas. Ce serait donc Staline en définitive, le grand vainqueur du conflit. N'a-t-il pas tué dans l'œuf la menace d'une entente sino-américaine, testé avec succès les faiblesses stratégiques des Américains et jeté un doute funeste sur la crédibilité même de la dissuasion nucléaire? Sans doute, mais à plus long terme, la rupture sino-soviétique n'en sera que plus amère et plus durable, et la présence américaine en Asie, Corée du Sud comprise, plus définitive et plus irrévocable. Il n'est pas rare que les guerres, lorsqu'elles sont suffisamment absurdes, se soldent, avec le recul du temps, par une défaite générale de tous les participants. Tel est bien le cas de la guerre de Corée, le seul et unique conflit frontal de la guerre froide.